Bonjour et bienvenue dans cette 10e vidéo sur la bibliothèque Pygame. Aujourd'hui on va s'intéresser à un paramètre très important qui est le nombre d'images par seconde. D'accord? Alors effectivement, actuellement le jeu tourne, on ne sait pas trop bien à quelle vitesse. D'accord? Et ce qui est important, c'est qu'on maîtrise ce nombre d'images par seconde. Alors pourquoi c'est important? On va économiser les ressources nécessaires et suffisantes, on n'a pas besoin de faire tourner le jeu plus vite pour qu'on ait des animations qui s'animent disons, de la même façon. Et sachant qu'on va travailler sur un système qui a des ressources un peu limitées, eh bien il faut juste lui donner le nombre d'images par seconde nécessaire et suffisante, pas plus, pas moins. D'accord? Alors habituellement, au cinéma, pour qu'on voit les animations fluides, il faut au moins 25 images par seconde. D'accord? Donc les images par seconde sont caractérisées par un paramètre en anglais, FPS, donc frame per seconde. Alors disons qu'un FPS plus grand que 25, c'est bien, et un FPS en dessous de 50 pour une Raspberry Pi, c'est pas mal. Donc en général, moi je vais fixer un FPS de 30. Okay, donc avec un FPS de 30, vous aurez donc 30 images par seconde, ça vous suffira largement pour que votre animation et que votre jeu soit relativement fluide. Donc là, je crée une constante, FPS égale à 30, pour je puisse le changer. Et bien, comment faire pour voir déjà l'utilisation des ressources? Et bien c'est très simple. Lançons le programme qu'on avait précédemment, comme ceci, voilà. Et sous Python et sous Linux surtout, parce que c'est surtout sous Linux qu'on va trouver ça, il y a un moniteur de ressources ici. Donc actuellement, alors n'oubliez pas que ma fenêtre est totalement vide, enfin il n'y a pas d'objet dynamique, il n'y a que du blanc qui s'affiche, on colorie l'écran en blanc, on rafraîchit, on colorie l'écran en blanc, on rafraîchit, etc. Donc il n'y a pas d'animation, d'objet qui bouge, de son, enfin, d'accord, il est totalement vide. Et bien malgré tout, on est déjà à 16%. Évidemment parce qu'on ne maîtrise pas, là, le processus il tourne, et le système d'exploitation, de temps en temps, refait autre chose. D'accord? Par exemple avec Kazan, là je suis en train de vous enregistrer. Je suis à 116%. Donc on va arrêter ceci. Alors comment maîtriser la chose? Eh bien pour ça c'est très simple. D'abord il y a dans Pygame un objet. Alors, pour l'instant je n'ai pas encore abordé la notion d'objet, on le verra un petit peu plus tard. Pour l'instant vous me croyez sur parole. Donc un objet c'est une sorte de, ceux qui ont fait un peu de C, c'est une sorte de structure mais dans laquelle on va mettre et des paramètres, donc des fonctions et des variables, donc des attributs et des fonctions. D'accord? Donc pour l'instant, un objet, le voyez comme une métaphore, disons. Eh bien, je vais créer un objet de type clock, qui est contenu dans le module time. Donc il faut que je crée cet objet. Alors pour créer cet objet, il faut que je lui donne un nom. Donc vous lui mettez le nom que vous voulez, mais classiquement, pour se souvenir que c'est un clock, on va l'appeler clock. Mais attention, je vais appeler clock avec un petit c, parce que si je mets un grand C, là, j'appelle l'objet clock. Donc le Python est sensible à la casse, il fait la distinguo entre petites lettres et grandes lettres. Donc là, je crée une variable que j'appelle clock. Et dans cette variable clock, qui sera bien sûr un objet, je vais créer un objet de type clock. Comment faire? C'est très simple, je vais dans Pygame, dans le module time, et je lui demande de créer l'objet clock. Ouverte, fermée. Donc parenthèse ouverte et fermée. Voilà, je viens de créer mon objet clock. Donc là, mon objet clock, si je l'utilise pas, je prends de la mémoire pour rien. Mais je vais l'utiliser maintenant, cet objet clock. Alors, dans Pygame, il y a une fonction qui est contenue dans l'objet clock, qui s'appelle tick. Et bien, tick, si vous lui précisez en paramètre le nombre de FPS que vous voulez, et bien, il va s'arranger au mieux à tourner autour de votre FPS. D'accord? Donc, vous n'aurez pas exactement le nombre d'images par seconde que vous avez stipulé, mais il va faire au mieux. Il va essayer de s'arranger pour que vous soyez autour de 30 images par seconde. Donc, ça peut être du 31, 32, 33, enfin, il sera autour de 30 images par seconde. Et il vous renvoie, ce résultat sera renvoyé dans une variable qu'on pourra ensuite utiliser, qu'on utilisera nous plus tard, qui est la période de rafraîchissement. Alors comment on va faire ça? On va créer par mail une variable, donc je l'appelle delta, qui sera en millisecondes par contre, cette fois. Attendez, je vais faire un peu de place ici, je vais remonter ça, voilà. Donc j'aurai une variable delta en millisecondes. Ce delta en millisecondes va me donner par la fonction que j'ai créée au-dessus. C'est-à-dire que je prends mon objet clock. Alors ceux qui n'ont pas bien compris l'objet, c'est pas bien grave. Imaginez une structure hyper intelligente où dedans on a à la fois des attributs et des fonctions. D'accord? Imaginez ça. Donc clock, voilà, j'ai mon objet clock. Je vais appeler sa fonction qui est interne, qui existe, qui s'appelle tick. Alors T-I-C-K. Voilà, tout bêtement. Et que je lui passe comme paramètre? Mon paramètre FPS. Si votre FPS fait 30, vous essayerez d'affaire. Donc il va essayer de faire tourner votre programme à 30 images par seconde. Si vous y mettez 50, il aura 50 images par seconde, etc. Bien. Et il essaiera de vous donner, en fonction du FPS actuel, du temps mis par
l'objet clock, il vous mettra ici là le temps, la période en delta millisecondes. Eh bien, affichons ce résultat sur la console. Alors, comment afficher sur la console? Eh bien, là, c'est un peu comme du C. Donc, ceux qui ont fait du C, hein, ceux qui se souviennent au printf, comment on transforme la chaîne à l'intérieur pour faire apparaître des valeurs, eh bien, c'est un peu la même chose ici. Regardez bien comment on fait. On fait un print, tout bêtement. On lui passe une chaîne de caractères. Par exemple, je vais afficher delta ms égale. Et je fais un espace. Et maintenant, je voudrais avoir le résultat de mon delta ms. Eh bien, c'est un petit peu commencé. D'accord? On met un %, comme ceci. Si vous voulez afficher une chaîne de caractères, vous mettez un S. Et ensuite, vous lui demanderez d'afficher à cet endroit-ci une chaîne de caractères, ou un string. Nous, ce qu'on va afficher, c'est un nombre de type entier. Eh bien, ça sera avec le paramètre D. Vous commencer. Si j'ai un nombre flottant, il faudra mettre F, et vous pourrez stipuler le nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, si je fais .4F, je vais afficher un flottant avec 4 chiffres après la virgule. D'accord? Donc là, ça ne sert strictement à rien, parce que c'est purement un entier, donc D. Je ferme les guillemets. Un petit peu plus loin, je remets un %. J'ouvre et je ferme les parenthèses. Alors, je ne suis pas obligé, parce que j'ai qu'un seul paramètre à afficher. Mais si vous avez dans votre phrase ici à envoyer à la console plusieurs paramètres affichés, ben, il faudra les mettre dans une parenthèse. Et bien, qu'est-ce que je vais afficher? Delta-ms. Voilà, vous voyez ce que je viens de faire. Donc, j'ai créé un objet clock. Cet objet clock, je lui ai passé dans sa fonction tick, je lui dis de mettre un FPS de 30. Il va me retourner ici une durée, qui est la période, qui sera en millisecondes. C'est très très important. N'oubliez pas que 1000 millisecondes, c'est une seconde. Ce résultat-là, je vais l'afficher dans la console, donc on va voir des chiffres défiler les uns dans les autres, et ce temps sera donc la période qu'a mis le système à tourner. D'accord? Donc on va essayer ça. CTRL S. On reprend ici le monte, on fait égal. Et voilà, vous avez ici le résultat qui est affiché. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait à 30. Alors, 30 images par seconde, c'est donc une fréquence de 30 Hz, si vous voulez, si vous êtes un peu électricien. 30 Hz, ça fait donc une période de 33 millisecondes. Donc vous voyez, on est quasiment toujours un peu pareil, hein, 33, 34. Qu'est-ce qui se passe au niveau ressources? Ben, regardons en ressources. Eh bien, je suis tombé à 0. Mais carrément, tout bêtement, je suis tombé à 0. Tant que le programme, cette fois, ne consomme quasiment plus de CPU. Hein. Tout le CPU est géré par d'autres tâches. Donc vous voyez, c'est très très important de maîtriser ce FPS pour que on fasse chuter le taux d'occupation du CPU. Voilà, ça c'est fait. Et on va arrêter. Alors, vous sentez bien que ce delta ms, il est très intéressant, parce qu'on sait à chaque rafraîchissement combien de temps on a mis. Le souci, les amis, c'est que ce temps-là est en millisecondes. Moi, j'aimerais bien l'avoir en secondes, ou en microsecondes, si on veut, mais en secondes, c'est plus intéressant. Eh bien, on va transformer ce delta en millisecondes pour avoir un delta en secondes. Comment fait-on? Bah, c'est simple. On va créer une variable delta, oula, j'ai du mal, delta underscore, par exemple en secondes, qui vaut quoi? Bah, qui vaut mon delta en millisecondes divisé par 1000. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. On verra ce qui va se passer. CTRL S, ok, donc je viens de dire, eh bien ici, mon delta, ça sera mon delta en millisecondes divisé par 1000, tout bêtement. Et je vais essayer d'afficher ici mon résultat en secondes. Donc je vais pousser un petit peu ici, je vais faire delta underscore seconde. Mais je vais afficher quoi alors du coup? Parce que delta en millisecondes, c'est donc par exemple 33. 33 divisé par 1000, ça va me faire un float. Donc un nombre à chiffres avec des virgules. Donc il faut que je stipule ici que je vais mettre un nombre à virgule. Et un type de float. Donc je vais faire par exemple 4 chiffres après la virgule. Ok? Donc si on résume bien, on va voir apparaître 33 et 33 millisecondes. On aura ensuite en delta en millisecondes. Tiens, j'ai fait une faute d'orthographe. Voilà, delta, je vais y arriver. Delta, voilà, en millisecondes. Ah, c'est bon. Et ensuite, à côté, on aura delta en secondes, qui sera donc 0,033, 0,034, etc., etc. Alors regardons ce qui va se passer. On va faire un petit clear là. Voilà, puis on relance la bête. Tac, boum, padaba. Et j'ai une grosse erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas bien écrit. J'ai pas bien écrit. Delta, voilà, j'ai pas bien écrit ici. Allez, on recommence. On a déjà bien enregistré, ouais, c'est bon. Voilà, toujours pas. Et que je suis bête, je lui fais pas afficher le résultat, alors il peut pas y arriver le gamin. Alors, virgule, delta en secondes. Bon, là, ça va être bon, là. Ok, bah diantre, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai bien mon résultat ici en millisecondes,
mais ici il m'affiche 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce qui se passe? Alors, arrêtons ceci, résumons. N'oubliez pas que Python, c'est un langage interprété. Donc il ne connaît les valeurs qu'à l'instant où il les utilise. D'accord? Si ici vous avez un entier, ici, delta ms c'est un entier. Cet entier, je le divise par 1000, et j'obtiens donc un entier. Donc c'est logique qu'il me sorte 0, vu que je n'ai jamais dit que c'était un nombre 1, alors là il y a deux solutions pour y arriver. Soit vous castez ce résultat, vous lui dites que c'est un float. Et là du coup il va faire le calcul. Bon, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a peut-être plus simple. Regardez maintenant, si je prends ici un nombre, et que je le divise non pas par 1000, mais à 10.0, je viens de transformer mon 1000 en flottant, parce que j'ai mis un point cette fois. 1000 et 1000.0, ça a l'air d'être la même chose, mais pas au niveau de représentation dans l'espace mémoire. Donc 1000, c'est un entier, 1000.0, c'est un flottant. Et en faisant ça, il va savoir que cette opération est de type float cette fois, donc type flottant. Regardez bien. Vous voyez, ici, il me transforme bien mon delta seconde en seconde cette fois, et en delta milliseconde, ici en delta milliseconde. Est-ce qu'on a toujours le même taux d'occupation? Effectivement, vous voyez ici, toujours à 0. Donc, attention. Mais tiens, je vais tuer le truc. Attention, hein, chers amis, quand vous manipulez les nombres, sachez ce que vous allez faire. Donc, si vous êtes en entier, c'est des entiers. Si c'est des flottants, c'est des flottants. Donc, l'astuce consiste à transformer, si vous faites diviser par 1000 ou diviser par un nombre, de bien stipuler que c'est un flottant. Et du coup, le résultat sera de type flottant. D'accord? Merci.